Bonjour et bienvenue au vidéocast de la faculté de droit dédié aux questions d'insertion professionnelle. Cet épisode se concentrera sur les métiers du droit public et nous avons l'honneur d'accueillir Mounia Abra, Gianluca Corna et Jérôme Niemetz. Quant à moi, je suis Vista Eskandari, titulaire du brevet d'avocate et j'ai fait ma spécialisation justement dans le domaine du droit public lors de mon stage et je serai aujourd'hui l'hôte de cet épisode. Donc, j'ai vraiment l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour ce vidéocast. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et lorsque vous vous présentez votre parcours? Mounia, peut-être? Bonjour tout d'abord et merci de me recevoir. Donc moi, c'est Mounia Abra, je suis greffière juriste à la Chambre des assurances sociales depuis maintenant 1 an. Mon parcours, il n'est pas typique, disons. J'ai commencé par faire un bachelor en relations internationales avant de me tourner vers le droit. Et j'ai accédé ensuite au master en droit. J'ai fait le parcours traditionnel pour accéder à l'avocature. Et après l'obtention du brevet d'avocat, j'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer la Chambre des assurances sociales et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ma première expérience post-brevet, on va dire. Merci. Gianluca? Alors, bonjour Vista, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Gianluca Corna, j'ai 33 ans, je suis directeur du service des affaires juridiques de l'environnement à l'Office cantonal de l'environnement au sein du département du territoire de l'État de Genève. J'ai un parcours en droit plutôt classique pour ma part. J'ai effectué toutes mes études de droit ici à la faculté de droit de l'Université de Genève. Et j'ai passé mon brevet d'avocat après un stage en études en 2020. Ensuite, j'ai travaillé dans une étude d'avocat de la place. J'ai également eu une expérience dans une assurance auprès d'une protection juridique, avant finalement d'intégrer justement le service des affaires juridiques de l'environnement. D'abord pour un remplacement de congé maternité et après quelques mois, j'ai été nommé directeur du service. Merci beaucoup. Jérôme? Bonjour Vista. Bonjour à toutes et à tous. J'ai pour ma part également fait un parcours qui a commencé avec les relations internationales pour finir avec le master en droit. Ensuite, je suis tout de suite allé travailler dans le privé. Donc, je suis associé au sein d'une structure qui pratique les différents métiers d'immobilier. Et puis, ça a commencé tout de suite après le master en droit. J'ai pu faire un autre master en immobilier pour me spécialiser un peu dans ce domaine-là. Et puis j'ai 40 ans, donc je fais ça depuis une quinzaine d'années. D'accord. Donc, je vois de la manière dont vous racontez vos parcours, peut-être plutôt pour Mounia et Gianluca, c'était peut-être pas forcément une évidence, le droit public, le fait de se spécialiser dans ce domaine-là. La question, c'est, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que pour toi, Jérôme, c'était un choix délibéré, la question du droit public, ou est-ce que c'était plutôt un concours de circonstances? Enfin, est-ce que tu savais assez tôt que tu avais envie de te diriger vers ce domaine-là? Oui, alors, je vais prendre par rapport aux cours de droit que j'ai fait. Donc, quand j'étais en bachelor, on a commencé par le droit administratif. Donc, c'était un cours, même si j'étais en relations internationales, c'était un des cours obligatoires. Et j'ai suivi le cours sans m'y intéresser plus que ça. Et puis, lorsqu'est venu le master, et puis après l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et j'avais envie vraiment de travailler dans l'immobilier et respectivement dans le développement de projets. Et donc, c'est vraiment ça, dans la structure, ce que je fais au quotidien. Et là, tout d'un coup, droit des constructions et du logement, pratique du droit de la construction, tous ces cours-là, donc de droit administratif, mais qui avaient une application pratique, droit de l'aménagement du territoire aussi, sont tout de suite devenus mes cours favoris parce que je voyais très bien l'application quotidienne et concrète de tout l'univers du droit administratif qui peut paraître très procédurier et puis un peu long à comprendre, mais finalement, c'est un peu connaître les règles du jeu pour après pouvoir s'y déployer dedans, s'y amuser, répondre à toutes les demandes de préavis des différents services. Donc voilà, et les services de l'État, évidemment. Donc en ce sens-là, ouais, c'est devenu tout d'un coup chouette parce que pratique et concret. Et pour vous, quand vous suiviez le cours de droit administratif ici à la faculté de droit, est-ce que vous vous imaginiez un jour que ça allait devenir votre spécialité, que toi, tu allais devenir directeur d'un service de l'État? Alors,
Pas du tout. Je dirais que j'ai pas eu une vocation immédiate durant mes études, mais malgré ça, j'avais quand même une préférence pour les cours de droit public, hein, que ce soit le cours de droit constitutionnel, de droit administratif. Je pense que le côté justement assez carré, assez procédurier, en fait, me parlait. Et c'est par la suite, en fait, à travers mes expériences professionnelles, notamment mon stage d'avocat et ma pratique en études, que disons, en plongeant dans des dossiers administratifs, notamment judiciaires, j'ai confirmé en fait que c'était vraiment une matière du droit qui me plaisait particulièrement. Et la suite, c'est un petit peu un concours de circonstances. J'ai fait mes expériences, j'ai identifié ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et c'est vraiment en intégrant finalement un service public à l'État de Genève que j'ai pu passer un peu de l'autre côté, du côté autorité, que je me suis rendu compte que c'était tout aussi intéressant et que j'aimais en faire mon métier. Alors moi, je rebondis sur ça. Donc pour moi, c'était pas du tout une vocation que j'avais quand j'étais étudiante. C'était un pur concours de circonstances. Donc, contrairement à toi, Jérôme, je trouvais que le droit administratif était très abstrait à l'université. C'était très intéressant, mais je ne voyais pas en fait comment pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours en suivant ces cours à l'université. Et finalement, c'est quand je recherchais un stage d'avocat, j'ai eu l'opportunité de d'abord commencer mon stage au sein de la Chambre des assurances sociales pour une durée de 6 mois. Et ensuite, j'ai complété par un stage dans une étude d'avocat. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, voilà, que tant durant mon stage au sein de la Chambre des assurances sociales que au sein de l'étude, j'ai vu concrètement à quoi ressemblait en fait l'application du droit administratif dans la vie de tous les jours, les implications concrètes pour les administrés, enfin les assurés. Et, et c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir un intérêt pour la matière et surtout pour les assurances sociales, qui est une matière de ce que je vois et ce que j'ai entendu durant ma formation à l'université, qui n'était pas très attrayante pour les étudiants. Mais finalement, dans le concret, dans la pratique, j'ai une toute autre vision. Et donc, pour moi, c'était vraiment un concours de circonstances qui fait que j'ai pu en faire en fait mon domaine, entre guillemets, dans mon expérience post-brevet, finalement. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais également pouvoir rebondir. C'est vraiment ce côté, on va dire, carré, structuré que tu évoquais. Et c'est clair qu'à l'université, c'est ce qu'on peut percevoir du droit public, du droit administratif. Et en tout cas, dans la pratique de mon métier, quand je suis, on va dire, confronté en discussion ou en collaboration avec les nombreux services et départements de l'État, c'est là où je me suis aussi rendu compte vraiment de l'étendue du pouvoir d'appréciation. Et alors, on pourrait vraiment prendre, voilà, droit administratif, droit public, c'est vraiment presque comme une formule mathématique ou une règle de physique, c'est intangible. Et après, on se rend compte, en fait, que dans la vie de tous les jours, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des développements. Et vraiment, on peut naviguer dedans. C'est vraiment un plan d'eau qui est relativement libre. Alors qu'à l'inverse, les autres domaines du droit que je pratique aussi quasiment tous les jours, alors pas en tant que juriste, hein, vous aurez compris, c'est vraiment plus une autre position, qui est le droit du contrat, le droit des sociétés, le droit foncier, voilà, d'une manière plus large, où on a l'impression qu'on pourrait plus, alors je mets le droit foncier de côté, mais voilà, le droit des affaires, le droit des contrats de société, on a l'impression que voilà, on peut faire plein de choses, mais en fait, là-bas, c'est finalement aussi très normé, presque plus répétitif que ce à quoi je suis amené à évoluer dans le droit administratif. Je peux rebondir aussi, je suis tout à fait d'accord. Le cadre est strict. Par contre, finalement, après, dans l'exercice, dans la pratique et dans les interactions qu'on a avec les administrés, il y a un vrai pragmatisme en fait qui s'installe. Il y a un vrai aspect de négociation, de discussion, de prise d'information. On est vraiment sur un domaine très transversal. On discute avec beaucoup d'entités différentes. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse du droit public en fait. Mais justement, par rapport à vos différentes pratiques, est-ce que vous pourriez décrire à quoi ressemble concrètement le quotidien de l'exercice de votre métier en lien avec le droit public, vraiment aussi pour illustrer, enfin voilà, si on se rappelle comment est-ce qu'on était lorsqu'on était étudiante en bachelor, enfin voilà, ça nous parlait peut-être pas forcément, justement, le droit public, ça pouvait sembler abstrait, et vraiment pour illustrer concrètement votre pratique quotidienne ou sur une semaine.
quel est exactement votre travail? Est-ce que vous pourriez nous décrire ça? Par exemple, Mounia, qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ton travail? Alors, dans le cadre de ma pratique, on a une application vraiment... Enfin, on a la vision un peu stricte de comment le droit administratif touche les différentes personnes dans la vie de tous les jours. Donc, nous, on traite de dossiers où on vérifie en fait les différentes décisions administratives qui ont été rendues à l'encontre d'assurés. Et on doit vérifier le bien fondé de ces décisions et puis rendre justement trancher en fait la solution, trouver une solution et trancher le litige entre l'administration qui a rendu la décision et l'assuré ou les assurés. Et donc c'est vraiment une application concrète et on voit en fait l'impact que ça a directement dans la vie des assurés, surtout en assurance sociale, où c'est des personnes qui ont demandé des prestations sociales ou qui veulent avoir accès voilà, à certaines prestations. Et puis, souvent, c'est pour des refus. Et donc, on doit trancher cette question. Et, les décisions qui sont prises suite à ça sont directement applicables pour la personne. Et puis, en fait, ça a une implication concrète dans leur vie. Donc... Et puis, lorsque tu exerces ton travail, donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu assistes à des audiences? Ensuite, combien de temps est-ce que tu passes à rédiger? Enfin, vraiment, un peu, comment est-ce que ça se matérialise, le fait de prendre des décisions au sein d'un tribunal? Alors, au sein de la Chambre des assurances sociales, je parle juste de la Chambre des assurances sociales, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres tribunaux, enfin voilà. Ils nous donnent un dossier, on travaille en collaboration avec les juges, ils nous confient un dossier et ils nous laissent en prendre connaissance et puis ils nous laissent carte blanche. On a une assez grande marge de manœuvre, donc on analyse, on l'étudie, on prend le temps de faire les recherches juridiques et puis on leur propose, en fait, on pré-rédige un arrêt. On donne un projet d'arrêt au juge ou à la juge, et puis on discute de la solution. Et en droit administratif, l'instruction se fait beaucoup par écrit. Donc, les audiences, il n'y en a pas beaucoup. Mais on est amené, si c'est une audience qui est en rapport avec notre dossier, on est amené à participer à l'audience. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut proposer des actes d'instruction au juge ou à la juge, et puis discuter en fait de la solution. Et puis, on leur soumet en fait toutes nos idées. Et puis, donc, on a un rôle assez actif, mais qui est très axé rédaction, finalement. En tout cas, dans le domaine administratif, puisque, voilà, il n'y a pas beaucoup d'audience et les instructions se font par écrit. Merci. Je sais pas... Pour toi, Gianluca, concrètement, comment ça se passe? Alors, moi, j'aime bien dire que dans notre service juridique, en fait, on peut décliner notre activité en 3 volets différents. On a un premier volet qui est plutôt un volet de conseil, d'accompagnement. Il faut bien comprendre que dans l'Office contrôleur de l'environnement, on a 3 services qu'on appelle les services métiers, qui sont des services finalement opérationnels de terrain. Ce sont ces fameux services qui prononcent les décisions administratives, en fait, et qui, en fait, portent la politique publique environnementale, que ce soit la protection contre le bruit, la gestion des déchets, les sites pollués. Voilà, nous, on accompagne ces services métiers dans toutes les questions juridiques, que ce soit du simple conseil, de la recherche de base légale, de cadre légal défini. On est vraiment en support. Dans ce même volet, je mets aussi la rédaction d'actes. On assiste aussi les services dans tout ce qui est rédaction de décisions administratives, de droit d'être entendu, de directives potentiellement, de simples courriers. On les accompagne aussi pour ces rédactions-là. Un deuxième volet, c'est évidemment, disons, la correspondance du premier, c'est l'aspect judiciaire, finalement,
ces décisions prononcées par les services, elles sont, comme tu le disais, elles sont sujettes à recours. Donc on les défend devant les autorités, devant toutes les instances, hein, finalement jusqu'au tribunal fédéral. Donc c'est nous qui portons les procédures judiciaires. Et finalement, le troisième volet, tout aussi intéressant, c'est le volet plutôt légistique, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur tout ce qui est rédaction finalement d'actes de règlement, de lois aussi, hein, qui touchent aux thématiques environnementales, même si évidemment c'est un partenariat, j'ai envie de dire, avec le Grand Conseil. Hein. On participe aussi à des auditions devant le Grand Conseil. Voilà, des projets de loi, des projets de règlement, des directives, des arrêtés. Donc c'est un petit peu ces trois volets qui caractérisent notre pratique finalement. Merci. Moi, de mon côté, je suis un peu administré ou plutôt client de Gianluca, ou en tout cas de ses services, dans la pratique au quotidien de mon métier qui, pour sa fonction, ne nécessite pas spécifiquement d'avoir effectué des études de droit. Ça aide quand même. Si je prends le volet principal, c'est la requête en autorisation de construire pour un projet de construction, eh bien, on va, avec les différents mandataires concernés, développer un projet et anticiper les préavis probables des différents services de l'État. Alors, il y a ceux de Gianluca, il y en a encore, enfin, ceux dans lesquels Gianluca travaille, et puis tous les autres. Certains sont plus critiques que les autres, mais il y en a vraiment... selon les projets, beaucoup. Il peut y avoir 10, jusqu'à 10 à 15 services qui sont appelés à se prononcer sur le bien fondé d'un projet en fonction de leurs règles juridiques, enfin leur législation respective. Et parfois, ça peut rentrer en contradiction. D'où l'idée du pouvoir d'appréciation, parfois, où un service dit il faut que ce soit comme ça, l'autre service dit non, enfin, moi j'ai besoin de ça. Et c'est là où il y a vraiment tout un travail d'analyse et d'anticipation. Et puis après, une fois qu'on dépose la requête en autorisation de construire, eh bien, il y a les différents préavis. Alors, parfois, il peut y avoir des préconsultations. Parce que l'idée, c'est d'être client pour une autorisation de construire, donc un préavis et pas pour la voie judiciaire. Donc, en tout cas, c'est mieux dans ce sens-là. Donc, parfois, il peut y avoir des préconsultations. Et puis après, l'idée de dire, OK, bah, nous, on aimerait construire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi il faut être attentif? Et ces services-là sont là pour ça. Et puis, l'idée d'avoir un peu... une vision d'ensemble, ou en tout cas de connaître les règles du jeu, c'est là où la connaissance du droit administratif, elle m'est utile parce que ça permet de gagner du temps et d'essayer de viser juste du premier coup. C'est pas toujours possible, hein. Mais en tout cas de réduire, voilà, le nombre d'itérations avec les services de l'État. En tout cas, pour le droit public, c'est vraiment l'aspect principal. Après, il peut y aussi avoir pour les services comme l'Office cantonal du logement, quand on développe du logement subventionné ou des coopératives d'habitation. Là, il y a d'autres types d'interactions, vraiment plus en amont, mais là, c'est aussi du droit foncier. Et après, des autorisations de mise en exploitation des bâtiments. Là aussi, il peut y avoir une composante de droit public, mais plutôt sur les critères d'attribution de logement. Voilà, ça, c'est un peu plus... mais c'est un peu plus... il y a moins de pouvoir d'appréciation là-dedans. Et puis concrètement, lorsque tu dis que il arrive que par exemple vous ayez besoin de l'office dans lequel Gianluca travaille, donc l'office de l'environnement, concrètement c'est dans quel type de situation? Enfin vraiment pour illustrer un peu de manière concrète. Le GESDEC est chez toi? Le GESDEC, le Sabra. Okay, alors il faut dire. Alors, il y a un des services qui s'occupe de tout ce qui est nuisance sonore, notamment, un peu de pollution, et puis l'autre, pollution du terrain. J'ai deux exemples concrets. Un immeuble à la gare des Eaux Vives avec une nappe phréatique en bas, un terrain qui a été longtemps pollué par différentes activités au-dessus, et du coup un immeuble à se construire par-dessus et qui doit aller s'ancrer dans le terrain. Et puis là, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de quelle est la manière constructive, quelle est la technique de construction de travaux spéciaux qu'on peut mettre en place en fonction de la garantie de ne pas percer la nappe phréatique pour que tout le terrain pollué, c'était des carrosseries qui vidangeaient à l'époque, dans les années 60-70, qui vidangeaient en laissant couler l'huile dans le terrain. Et évidemment, quand on construit puis qu'on doit forer ou en tout cas mettre un pilier pour que l'immeuble tienne, il ne faut pas que l'huile ou en tout cas le côté pollué aille jusqu'à la nappe phréatique qui sert pour l'eau potable. Donc voilà, vous imaginez les conséquences assez drastiques. L'autre thématique, c'est les logements qui se trouvent pas trop loin de l'aéroport.
Alors là, finalement, là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'interaction puisque les services on produisent des cartes ou produisent des études qui permettent de savoir, en fonction de là où on se trouve, il y a des courbes de bruit avec des nuisances à respecter où on peut soit construire sans aucune restriction, soit construire avec des mesures spécifiques de protection contre le bruit. Donc, il faut des fenêtres spéciales. Quand on ouvre la fenêtre, il y a quand même de quoi protéger l'habitant des bruits de l'avion. Puis, il y a des endroits où on peut tout simplement ne plus faire d'habitation. Alors, il y a eu à un moment donné une actualité où ces courbes ont évolué parce que donc, les bruits, enfin, le trafic à l'aéroport a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, il y a eu une étude qui a été mise à jour et où les courbes de bruit se sont déplacées et des zones qui étaient auparavant constructibles pour faire de l'habitation sont devenues inconstructibles. Maintenant qu'il y a une majorité d'avions silencieux qui décollent ou atterrissent. Et ça, évidemment, c'est un peu le branle-bas de combat parce qu'un terrain n'a de la valeur que si on peut le valoriser, en tout cas pour les privés qui le détiennent et aussi certaines communes qui ont pu avoir des politiques de développement de leur logement. Et voilà, ça a été compliqué. Enfin, il a fallu un peu faire preuve d'agilité pour comprendre, OK, alors quand est-ce que ça rentre en vigueur et puis quels sont les impacts concrets. Et donc voilà. D'un côté, il y a un échange, comment est-ce qu'on construit, et de l'autre, finalement, on reçoit une information qui change avec le temps, parce que finalement, ouais, l'environnement change. Merci beaucoup. Et puis aussi, du coup, avec l'exercice de votre travail, quels sont pour vous les plus grands défis auxquels vous devez faire face, que ce soit enfin, voilà, en termes de charge de travail ou peut-être de comment est-ce qu'on s'imagine, enfin, voilà, des décisions qu'on doit rendre. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites, enfin, quels sont les défis auxquels vous faites face dans le cadre de l'exercice de votre travail? Peut-être Mounia. Pour ma part, les grands défis auxquels je dois faire face assez souvent, c'est devoir rendre une décision juste qui respecte tant le droit que la jurisprudence, et puis en fait qu'il soit réaliste pour l'assuré et puis pour la personne qui va recevoir cette décision. Et je trouve ça que c'est difficile parfois parce que voilà, on a des règles, on a un cadre légal, on a une jurisprudence qui a été forgée par la Chambre elle-même, par le tribunal fédéral, qu'on doit aussi respecter. Et parfois, on voit que une application trop stricte amène à une solution qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas forcément juste. Et puis, on doit un peu jongler entre voilà, l'application pure et dure et puis en fait cette petite marge de manœuvre qu'on a quand même. Parce qu'il faut savoir, en assurance sociale, c'est un point un peu spécial du droit administratif parce qu'il se veut justement social. Et dans le cadre de mon travail, le juge ou la juge a un pouvoir d'instruction un peu plus poussé que dans d'autres domaines du droit administratif, qui fait que, dans le but de rendre plus accessible aux assurés l'accès à la justice. Et donc, pour ça, rendre une décision juste qui prend en compte tous les aspects, tant pratiques que juridiques, je trouve que c'est un gros challenge. Et puis, voilà, parfois on n'y arrive pas, on se fait casser par le tribunal fédéral, et puis bon, mais bon, on essaye. Merci. Alors pour ma part, je dirais que c'est la grande diversité en fait des sujets et des domaines différents du droit de l'environnement. Faut vraiment comprendre qu'on est sur une multitude de bases légales très différentes les unes des autres. On ne parle pas du tout de la même chose quand on parle de gestion des déchets que quand on parle de protection contre le bruit, de protection de l'air, de protection du climat. Et ces lois ont pour la plupart une grande composante technique, voire scientifique. La première fois que j'ai ouvert l'ordonnance de protection contre le bruit, que j'ai découvert qu'elle était pleine d'algorithmes mathématiques, de calcul des niveaux sonores, je me suis demandé un petit peu si j'étais au bon endroit. Maintenant, voilà, c'est aussi ce qui fait le sel, je pense, de ce métier, c'est qu'on est souvent dans... J'aime bien dire de la traduction, c'est-à-dire que quand je collabore avec les collaborateurs des différents services métiers, qui sont pour la plupart, il faut le dire, des scientifiques. On a beaucoup de gens qui sont issus plutôt des cursus de formation scientifique. On est souvent dans de la traduction, c'est-à-dire que j'essaye de traduire en langage juridique leur langage scientifique et inversement pour qu'on se comprenne pour instruire un dossier. Donc c'est une vraie difficulté, mais c'est aussi ce qui fait vraiment qui donne du sens à ce métier particulièrement. Merci.
Ouais, de nouveau, je rebondis plus avec Gianluca, parce que c'est plus avec lui que je suis amené, enfin avec lui indirectement en tout cas, amené à traiter. Puis non, moi je suis un peu l'autre face de la même pièce. Et enfin, pour moi, le défi, c'est, on va dire, obtenir l'autorisation de construire. Et on peut voir ça, si on voit ça comme un défi, on peut voir ça vraiment comme une course à obstacles. Et les obstacles, certains sont vraiment connus d'avance et on les anticipe, puis d'autres sont imprévus ou viennent se glisser en cours de route. Et on voit quand même qu'avec le temps, il y a vraiment une densification en temps, on va dire, du territoire, que de toute la législation qui va avec l'acte de construire, respectivement d'urbaniser. S'il n'y avait aucune réglementation, j'imagine que les propriétaires de terrain ou les développeurs voudraient faire des gratte-ciels partout là où c'est possible, à la new-yorkaise ou à la Trump. Je ne sais pas si vraiment c'est une analogie qu'on peut faire. Et puis, en Suisse, on a quand même plutôt la chance d'avoir quelque chose qui, en Suisse, et dans plein d'autres régions du monde, hein, d'avoir vraiment une espèce de volonté d'anticiper et de prendre en compte vraiment toutes les conséquences possibles du fait qu'il y ait une densification du territoire. Et puis vraiment, c'est le défi, c'est de dire, OK, pour obtenir l'autorisation de construire, j'ai besoin de prendre en compte toute cette densité normative, législative. Pour ce faire, on a besoin de mandataires spécialisés, plutôt, on va dire, dans ce cas-là, on va dire architecte, acousticien, ingénieur énergie, voilà, dans les différents domaines ou spécialistes dans l'environnement aussi pour les projets de construction qui sont les zones plus sensibles, où il peut y avoir des thématiques de pollution. Et effectivement, c'est la même chose, c'est aussi une forme de traduction, d'interprétation, c'est-à-dire que tu parlais d'algorithmes pour l'acoustique, et c'est clair que quand on a un projet où on doit respecter différentes normes acoustiques, et il y en a plein, c'est presque comme Matrix, c'est-à-dire que d'un étage à l'autre, il faut que la dalle qui sépare deux habitants, elle ait certaines propriétés acoustiques. Même chose pour la fenêtre. Et puis après, est-ce qu'on est en pleine nature, ou est-ce qu'on est en plein centre-ville, ou est-ce qu'on est proche du zone industrielle, proche de l'aéroport? Eh bien, il y a toute une série de calculs à faire qui sont des algorithmes et bref, qui peuvent paraître vraiment abstraits, voire abscons. Et puis après, il faut le traduire en techniquement, qu'est-ce que l'on propose pour satisfaire les besoins du droit et respectivement des préavis des différents services. Et c'est pas simple parce que ça rentre parfois en contradiction et on peut parfois résoudre ces contradictions. Voilà, et parfois c'est pas possible. Merci. Donc on arrive à la fin de ce vidéocast. Pour terminer là-dessus, est-ce que vous auriez un conseil que vous aimeriez donner aux étudiantes et étudiants en bachelor ou des étudiantes qui se questionnent sur vers où se diriger, quel chemin prendre et quelle voie prendre? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Peut-être Gianluca? Alors, mon conseil, ce serait de faire ces expériences finalement, de tenter, de ne pas avoir peur en fait d'essayer. Je pense que c'est tout aussi important de se rendre compte qu'un domaine particulier du droit nous plaît, nous parle, que le contraire en fait, de se rendre compte qu'un domaine nous plaît pas du tout ou nous apporte rien professionnellement parlant, voire humainement hein, finalement. Et pour ça, il n'y a qu'une manière de le savoir finalement, c'est d'essayer. Donc d'essayer au plus tôt déjà dans ses études, de faire des stages, de travailler à côté. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, mais quand ça l'est vraiment, multiplier, diversifier les expériences pour comprendre assez vite ce qui est fait pour nous ou pas. Et même si ça arrive plus tard, finalement, c'est pas un problème. Ce sera toujours des expériences prises et gagnées, ce sera jamais perdu. Merci. Je te rejoins sur ça et je rajouterais aussi de rester ouvert et à d'autres, enfin des domaines pour lesquels on a présenté peut-être peu d'intérêt dans le cadre du cursus universitaire, mais de garder cette curiosité pour tout et puis d'essayer quand même dans des domaines du droit qui n'étaient pas forcément attrayants, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous intéresser dans la pratique. Et puis à partir de là, se forger une idée sur finalement qu'est-ce qui nous intéresse ou pas. Et à ce stade, pour les étudiants en bachelor, je dis, il y a le temps de trouver en fait
quel est le domaine dans lequel on veut se spécialiser. Et puis, c'est OK d'essayer un domaine et puis de voir que ça ne nous plaît pas. Enfin, il n'y a pas une porte, enfin, il n'y a pas un... Il ne faut pas déjà maintenant tracer tout son chemin, à moins de, vous voyez, par exemple, déjà à ce stade-là, une passion pour un certain domaine, et puis on sait que c'est ça qu'on veut faire dans notre vie. Mais en tout cas, de garder à l'esprit qu'il faut, enfin, voilà, rester ouvert d'esprit, essayer, avoir plein justement d'expériences pour ensuite se rendre compte dans quel domaine on préfère se diriger. Merci. J'ai pas d'autres conseils à donner, puisque c'est les deux auxquels j'aurais pu penser en y réfléchissant. Genre, je vais juste finalement compléter les deux très bons conseils que je trouve que vous donnez. Voilà, les études de droit, c'est quelque chose dont j'ai l'impression, enfin, ça peut formater. Vraiment, le principe du syllogisme là qu'on apprend vraiment au début, ça peut, je dirais pas conditionner, mais voilà, ça peut déteindre sur notre personnalité suivant la manière dans laquelle on aborde le droit. Moi, je me souviens à la fin des études de droit, j'avais commencé en relations internationales, donc c'était aussi, enfin vraiment au début, je savais vraiment pas ce que je voulais faire une fois la matu en poche. Puis après, au fur et à mesure, les choses se décantent et puis se pose à la fin des études de droit, est-ce que assez naturellement, on va vers le brevet d'avocat. Finalement, j'ai pris la décision de ne pas aller chercher, on va dire, ce titre-là, qui pour moi à l'époque représentait aussi une forme de garantie d'employabilité. Comme on est médecin, on aura toujours un travail, on sera toujours utile. On a un brevet d'avocat, on sera toujours utile. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis, je me suis toujours dit, mais est-ce qu'un risque que j'ai pris, est-ce que je vais le regretter plus tard? Puis moi, maintenant, j'ai 40 ans maintenant. Et donc, ça fait 15 ans. Et puis, voilà, c'était finalement pas obligatoire. Et voilà, cette forme d'ouverture fait que donc, les études de droit me sont vraiment très utiles dans la pratique de mon métier et au quotidien d'une manière générale. Mais voilà, de rester ouvert, et de faire ces expériences, parce que finalement, voilà, j'ai pris ces deux conseils-là. Finalement, c'est comme si vous me les avez déjà dit à l'époque. Et ça m'a amené là, et j'en suis très content. Et puis voilà, c'est super. Merci beaucoup pour ces échanges. C'était vraiment extrêmement enrichissant. J'aurais envie de parler encore avec vous pendant longtemps. J'espère que ça va pouvoir inspirer les étudiants et les étudiantes et puis leur aider à trouver leur voie. Merci.